Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Sophie. Il est 19h, bienvenue à tous à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 4 novembre à 140 jours du premier tour des municipales. L'actuel maire de Toulouse serait en tête. C'est le résultat d'un sondage de nos confrères du journal du dimanche paru hier, avec même l'hypothèse d'une triangulaire PS-UMP Front National au second tour. La qualité de l'air, un enjeu majeur de santé environnementale. Retour dans ce journal sur les conclusions des premières rencontres internationales air, climat, santé. Enfin, un beau projet culturel. Le concert Handiculture est en préparation. Vous avez filmé les répétitions, Marie, on en parle tout à l'heure. Toulouse, le sondage qui rassure le PS, c'est le titre de l'article paru hier dans le JDD et qui donne Pierre Cohen, actuel maire de la Ville Rose, en tête du premier tour des municipales le 6 mars prochain. Au second tour, l'actuel maire de la Ville Rose l'emporterait nettement devant son prédécesseur Jean-Luc Moudinque. Selon une enquête IFOP pour le journal du dimanche et Sud Radio, Pierre Cohen pourrait bien conserver son fauteuil de maire face à Jean-Luc Moudinque. Si le vote avait lieu aujourd'hui, le maire actuel devancerait son prédécesseur avec 54% des voix contre 46% pour la droite. Voilà qui nuance dans notre ville le climat de catastrophisme autour de l'exécutif. Pas de vote sanction à Toulouse donc. On constate pourtant un rapport de force très serré au premier tour avec un maire sortant au coude à coude avec son principal poursuivant. Et dans le détail, on note une certaine dispersion de la gauche avec un Jean-Christophe Célin qui recueille 5% des voix et Antoine Maurice pour les Verts 7%. Autre incertitude, le score du Front National et sa présence au second tour dans une triangulaire. L'UMP Jean-Luc Moudinque de son côté démontre qu'avec 38% des voix, il ne se laisse pas affaiblir par la liste centriste conduite par Christine Deveyrac. Même s'il est 8 points en dessous de son score au premier tour des élections de 2008, évidemment, il s'agit là d'une photographie de l'opinion toulousaine à un instant T. Le contexte aura forcément changé dans 150 jours. Et dans le reste de l'actualité toulousaine, l'enquête publique sur le futur parc des expositions à Aussonne, à proximité des usines d'assemblage de l'A380, s'est ouverte aujourd'hui. Un cube de 600 mètres de long sur 320 mètres de large et 21 mètres de haut, soit l'équivalent de 10 terrains de foot sur 6 étages. La grande halle principale devrait pouvoir accueillir 6 à 12 000 personnes pour des spectacles ou des rencontres sportives. Oui, Marie, le PEX, c'est son nom, est un projet d'envergure européenne réalisé conjointement par l'agence hollandaise OMA et 2 architectes toulousains. Coût global estimé 300 millions d'euros pour 40 000 mètres carrés de surface couverte et la même superficie en extérieur. Le projet devrait être construit et livré au cours du prochain mandat municipal. Nous aurons bien évidemment l'occasion de vous en reparler sur TLT. Sans transition et au chapitre santé à présent, les premiers cas de grippe signalés en Haute-Garonne. Fatigue, fièvre, toux persistante. Voilà pour les symptômes. Notre département est donc touché par l'épidémie saisonnière avant d'autres régions françaises. Selon le GROG, le groupe régional d'observation de la grippe, 3 à 4 cas auraient été signalés, Marie. Alors des cas encore sporadiques. Nous ne sommes pas en pleine épidémie. Pour autant, la Caisse primaire d'assurance maladie 31 a lancé aujourd'hui sa campagne de vaccination contre la grippe. On rappelle qu'il faut une période de 15 jours entre l'injection et sa réelle efficacité sur l'organisme. Les médecins recommandent, comme chaque année, aux personnes fragiles, enfants, personnes âgées et femmes enceintes de se faire vacciner. Pour rappel, l'an dernier, 818 personnes ont été hospitalisées pour des cas de grippe. 153 sont décédées. La grippe, une maladie à ne pas prendre à la légère. Et puis santé toujours, la pollution de l'air extérieur serait bien cancérigène. C'est en tout cas l'une des conclusions du dernier rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui estime même que la pollution atmosphérique serait responsable du décès de 42 000 personnes chaque année en France. Oui, quelques jours après les premières rencontres Air Climat Santé qui se sont tenues à Toulouse, Raphaël Bauduin et Alain Sorat ont rencontré la présidente de l'ORAMIP, l'Observatoire régional de l'air en Midi-Pyrénées, pour dresser un état des lieux. C'est le grand format de cette édition, on regarde. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer la pollution atmosphérique comme cancérigène. Ce n'est pas quelque chose de nouveau puisqu'elle avait déjà indiqué que les particules l'étaient. Cette fois-ci, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est la mauvaise qualité de l'air sans identifier tel ou tel composant en particulier. Quand on parle de pollution de l'air, quels produits sont désignés? C'est le dioxyde d'azote, ce sont les particules fines? Alors là, en l'occurrence, dans ce diagnostic qui est fait par l'OMS, c'est l'ensemble, c'est la pollution dans son ensemble. Nous, on identifie bien entendu d'abord les particules et les dioxydes d'azote et puis l'ozone aussi en période de chaleur. Aujourd'hui, c'est vraiment les risques de cancer qui posent problème. Mais
Bon, il y a tous les risques sanitaires liés aux difficultés respiratoires, des risques allergiques, des difficultés que connaissent bien les allergologues et les personnes du monde de la santé et qui touchent en priorité les populations les plus fragiles, les enfants ou les personnes âgées. La Commission des comptes de l'environnement évalue le coût pour la sécurité sociale aux alentours de 20 milliards d'euros par an dû à une mortalité précoce, prématurée, liée à une mauvaise qualité de l'air. Est-ce qu'il y a de plus en plus de cas de décès prématurés à cause de cette pollution ? Le chiffrage qui est fait est de l'ordre de 42 000 par an en France par an, 400 000 en Europe au total, qui seraient directement liés à une mauvaise qualité de l'air. Donc au-delà de la pollution, c'est un véritable enjeu de santé publique. C'est un enjeu de santé publique et l'Oramip, en organisant les rencontres internationales l'an dernier, a permis des échanges entre les différents experts et les différents acteurs de la qualité de l'air pour mettre en évidence cet enjeu de santé publique. Il n'y a pas qu'un enjeu environnemental, il y a directement aussi une question sanitaire derrière ce problème de la qualité de l'air. Toulouse, comment se place-t-elle par rapport aux... J'imagine que les agglomérations font partie des points importants. Alors c'est un enjeu qui est effectivement très urbain. De ce point de vue-là, Toulouse ne se distingue pas par rapport aux autres grandes villes de France et d'Europe. La mauvaise qualité de l'air est un phénomène plutôt en proximité de trafic, mais qui est aussi lié à toutes les combustions. Donc on relève des pics au moment de la mise en route du chauffage, tous les chauffages qui utilisent des énergies fossiles ou du bois. Le périphérique, par exemple, est une zone à risque. Alors, est-ce que les riverains qui habitent à côté du périphérique sont plus touchés que les gens qui habitent en centre-ville ? L'Oramip fait et a d'ailleurs une convention avec Toulouse Métropole pour mettre en évidence les zones à enjeu, les zones où les populations risquent d'être le plus exposées. Ce sont des cartes haute définition qui permettent d'avoir maintenant une vision assez précise, quartier par quartier, des endroits, effectivement, où l'exposition de la population pourrait être un peu plus important qu'ailleurs aux périodes de trafic intense. Donc c'est le cas du périphérique, j'imagine. Comme tous les périphériques de toutes les grandes villes, il y a effectivement une exposition un peu plus importante des populations. Aujourd'hui, ce sont les actes. Il y a d'autres manifestations à prévoir, notamment à Strasbourg. Alors, il est important effectivement une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Donc, nous avons ouvert la voie à l'Oramip en organisant les rencontres internationales l'an dernier. On renouvelle cette année ces rencontres internationales à Strasbourg le 9 décembre, en présence du commissaire européen de l'environnement, Janez Potocnik, et de tous les acteurs, d'autres acteurs européens du monde de la santé, des acteurs locaux, des politiques, des institutionnels. Il est important que tout le monde échange et partage cette culture commune, ces connaissances et engage cette synergie, ces mouvements à agir. Est-ce qu'il y a un classement en fonction des régions ? Est-ce que c'est une région plus touchée que les autres ? Non, il n'y a pas réellement de classement. Je vous le disais tout à l'heure, on sait qu'il y a des phénomènes qui sont plus urbains, mais il n'y a pas une ville plus qu'une autre qui va dénoter en la matière. C'est des choses, des constantes que l'on retrouve un peu partout. Et puis, le milieu rural n'échappe pas forcément non plus au problème de qualité de l'air. On travaille beaucoup et on fait avancer les choses à l'Oramip sur les questions des pesticides. On travaille aussi sur les pollens, on travaille aussi sur tout ce qui peut être de nature à dégrader la qualité de l'air. Et alors simplement, nous sommes au mois de novembre, est-ce que le pic concerne plutôt l'hiver, l'été ? Alors il y a des pics de nature différentes, mais il est très clair qu'on observe en période de chauffe des pics journaliers au moment où à la circulation peuvent s'ajouter la mise en route du chauffage. En bref, un appel à témoins, Marie. Et oui, les forces de l'ordre font un appel à témoins suite à l'accident de dimanche, Faubourg Bonnefoy, à hauteur du numéro 17. Un jeune homme a été renversé par un chauffard qui a pris la fuite. Il est mort sur place. Les enquêteurs sont donc à la recherche d'un véhicule BMW série 1 aux vitres surteintées. La voiture aurait un gros choc à l'avant droit et aurait le pare-brise cassé. Toute personne susceptible d'apporter un élément supplémentaire à l'enquête est priée d'appeler le 17. C'est en transition l'inauguration cet après-midi de la Maison de la Recherche et de la Valorisation sur le campus de Rangueil. Vous le voyez à l'image, en présence notamment du préfet Henri-Michel Comet, du maire de Toulouse Pierre Cohen, du président de région Martin Malvy et du président du conseil général Pierre Izard. La Maison de la Recherche et de la Valorisation
est installé dans les anciens locaux de l'ENSIA7. 10 images d'Alain Sorat. IES est la seule société coopérative de capital à risque solidaire en Midi-Pyrénées. Elle lance un premier appel à souscription. Cette coopérative collecte l'épargne citoyenne pour financer des entreprises de la région dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Les explications de Pascal Solaire. En 15 ans, la coopérative IES de financement pour l'emploi a investi plus d'1,3 million d'euros dans 70 entreprises de la région qui placent l'utilité sociale au cœur de leur démarche et créent de l'emploi. Pour augmenter ses capacités de financement et se tourner notamment vers les emplois industriels, IES espère collecter 500 000 euros en 1 an pour atteindre 5 millions d'euros de capital en 5 ans en lançant cet appel à souscription. Il s'adresse à toute personne qui partage une autre vision de l'économie et souhaite donner du sens à son épargne. La souscription de part sociale s'élève à 76 euros l'unité. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'était un peu notre slogan, c'est que votre argent rapporte des emplois, mais ne rapporte pas forcément financièrement. Le seul avantage qui est attribué avec ces parts d'IES, c'est le fait que vous pouvez déduire 18% de ce montant investi de vos revenus, donc de l'impôt sur le revenu, à condition de garder ces actions pendant 5 ans, ou de les déduire à hauteur de 50% de votre ISF. 100% de l'épargne collectée permet de financer des entreprises qui ont un accès difficile au financement traditionnel. C'est le cas de la société Cinéo, rachetée il y a 3 ans. Elle propose du nettoyage de véhicules sur site, sans eau, en utilisant des produits 100% biologiques. Les gens ont cru en mon projet, alors que le bilan de la société était extrêmement mauvais, aucun banquier initial. J'ai une deuxième entreprise où je peux effectivement, qui me permet d'en vivre, mais aujourd'hui je ne me verse pas de salaire et vraiment l'objectif c'est de stabiliser l'entreprise, d'arriver à un point mort, ce qu'on a fait cette année, et de développer. La vraie richesse, c'est ce que je peux y vivre, c'est ce que je peux y développer, c'est ce que je peux y partager avec mes collaborateurs. Aujourd'hui, la coopérative IES compte plus de 700 coopérateurs épargnants, dont la région Midi-Pyrénées est l'actionnaire le plus important. Alors que le contexte économique et social se tend, l'économie sociale et solidaire poursuit sa montée en puissance. Elle représente 11% de l'économie générale dans la région. Allez, on ouvre une page sport à présent. Une fois n'est pas coutume, du sport féminin à l'honneur. Et la LFB, la Ligue féminine de basket, le TMB, le Toulouse Métropole Basket, a joué samedi contre Arras au Petit Palais des Sports. Et malheureusement, nouvelle défaite pour l'équipe de la joueuse serbe Antonia Misura. Les détails avec Marc-Henri Maison-Haute. Voici le résumé du match. Un enchaînement de ratés à 2 points, 3 points et au lancer franc. Avec seulement 30% de réussite au shoot, le TMB s'est logiquement incliné face à Arras samedi soir, plus par maladresse que par la faute de son adversaire. Une défaite 51-62 qui donne des regrets à l'entraîneur Jérôme Fournier et à la capitaine Leslie Ardon, surtout face à un concurrent direct pour le maintien. On finit à 21 sur 71 au tir, donc forcément le basket c'est d'abord un sport d'adresse. On a eu beaucoup de tirs, on n'a pas réussi à les mettre. Ce soir on a mal joué. On a mal joué, on le sait, on n'en est pas fiers. Ce qui est dommage, c'est que c'est une équipe qui était à notre portée. Donc on laisse passer le joker. Il va falloir aller récupérer ce match dès la semaine prochaine à Basketland. Défaite mais pas abattue, les Toulousaines pourront compter sur leurs 2 nouvelles recrues canadiennes pour relever la tête. Pour son premier match, Miranda Haïm, meilleure scoreuse de la partie, s'est joliment mise en évidence. Ouais, je suis très content parce que Haïm met une vingtaine de points, fait des choses plutôt intéressantes. Ce sont 2 bonnes joueuses, l'ambiance elle est bonne et voilà, il n'y a pas de raison. Elles ont démontré ce soir qu'elles s'intégraient bien au collectif. Maintenant, à nous d'élever notre niveau et de continuer de travailler. 10e au classement, les filles du TMB se déplaceront samedi prochain à Basketland pour pourquoi pas décrocher leur première victoire à l'extérieur de la saison. Mais pour ce faire, elles ne devront pas réserver leur adresse au seul avant-match. Il y avait aussi du foot et du rugby ce week-end. Pas plus de réussite pour les clubs phares de la ville. Les stadistes ont perdu à Brive. Et de son côté, le TFC s'est incliné à Évian. Résumé des 2 rencontres avec Samuel Prieur. Week-end à oublier pour le Stade toulousain. Renversés 25-13 par des brivistes déchaînés, les Rouges et Noirs ont encaissé leur 5e défaite en autant de rencontres à l'extérieur. Battus dans le combat, dans l'engagement, c'est ce que soulignait William Servat à la fin de la rencontre sur les réseaux sociaux. Guy Noves et ses joueurs n'ont pu que constater les dégâts. L'essai de Johan Huget a maintenu le suspense en fin de match, mais la botte de Germain a ruiné les espoirs des Rouges et Noirs. 7 sur 8 au pied, les brivistes étaient intouchables. Toulouse rétrograde au 4e rang du championnat et cède sa place de leader au RCT.
Le stade ne jouera sa prochaine journée du top 14 que le 23 novembre. Place cette semaine à un long voyage à Hong Kong. Les Toulousains se sont envolés dimanche, un voyage qui devrait permettre au club de conquérir de nouveaux marchés en Asie. En résumé, un voyage d'affaires au cours duquel le stade affrontera le Racing Métro en amical samedi prochain. Du côté du TFC, la sanction a été la même. Battus à Évian, les joueurs d'Alain Casanova ont pourtant cru à un scénario favorable lorsque Serge Aurier a ouvert le score en début de seconde période. Mais Évian a vite répliqué, Vasse plaçant une tête hors de portée d'Ahamada. Le gardien toulousain a pourtant réalisé quelques miracles sur sa ligne, mais dans les arrêts de jeu, l'arbitre a sifflé un pénalty contre Toulouse. Yago ceinturant Sougou dans la surface. La sanction est immédiate, but de Mongongu et deuxième défaite consécutive pour les Violets, qui stagnent à la 15e place de la Ligue 1. On termine avec un beau projet culturel, Marie, un concert Handiculture. Et oui, et pour cette 3e édition, c'est l'Orchestre de chambre de Toulouse qui parraine le projet. L'ensemble s'est associé à d'autres artistes pour une création unique. La répétition de cet après-midi s'est transformée en concert pédagogique. Non seulement les activités culturelles sont un lien entre les valides et les non-valides, mais les activités culturelles sont un lien pour toute la société. Il n'y a aucune société qui existe sans activités culturelles. On ne le dira jamais assez. En quelques mots, tout est dit. La preuve sur scène que l'Orchestre de chambre de Toulouse partage avec le trio des Grandes Bouches et le joueur de rugby reconverti en chanteur de tango, Omar Hassan. Nous avions particulièrement envie de présenter un programme divers, varié, pour montrer à tout le monde que la musique, c'est pas sclérosé, que les musiciens se parlent entre eux depuis très très longtemps, depuis des siècles et des siècles. Les musiciens de toutes les musiques du monde parlent à peu près le même langage et n'ont pas trop de difficultés à communiquer. Voilà. Mais quand deux cultures musicales se rencontrent, celle de la partition et celle de la tradition orale, le concert devient un exercice de style et chaque musicien joue les équilibristes. Mais en réalité, au final, tout le monde improvise. Parce que comme au dernier moment, nos amis, que ce soit du côté du tango ou du côté des Grandes Bouches, font autre chose en concert que ce qui a été prévu en répétition, ma foi, nous improvisons joyeusement avec eux. Ça s'est produit pas plus tard que tout à l'heure, où il y avait une sortie qui avait été prévue, ils ne l'ont pas prise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc tout le monde l'a entendu, tout le monde a arrêté de jouer, tout le monde s'est dit quand est-ce que ça va être à nous? On s'est regardé, on s'est dit tiens c'est là, on y est tous allés ensemble et ça a marché. Peut-être une fois ça ne marchera pas d'ailleurs, on sera tous à côté, mais c'est ça qui est amusant encore une fois, c'est de sortir de ses propres traditions. C'est ça qui est rigolo. Un défi musical pour soutenir l'action d'Handiculture. Le concert se tiendra le dimanche 1er décembre à 16h30 à la Halle aux Grains. Belles images, Marie, les vôtres. Un beau projet porté par ce collectif Handiculture. Est-ce qu'on peut rappeler ses objectifs en quelques mots? Oui, alors les objectifs d'Handiculture, c'est de promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap et leur permettre l'accès à l'éducation et à la culture, mais aussi de leur donner les moyens de mener à bien leurs propres projets culturels et artistiques en fait. Merci, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, c'est vous qui êtes aux commandes avec Raphaël Baudouin pour un point complet sur l'actualité toulousaine. Excellente soirée sur TLT.